And as funny as it may seem, some people get their kicks. On a l'impression, quand on s'adresse à vous, Jean d'Ormesson, que vous savez beaucoup de choses, vous êtes un érudit. Alors écoutez, je vais vous dire tout de suite. Parmi les choses dont on m'accuse, il y en a une qui est tout à fait fausse. On dit quelquefois, ah, cette fausse modestie. C'est pas une fausse modestie, c'est une vraie modestie. Je sais très peu de choses. Vous me dites, vous savez tout. Je peux vous dire des gens qui savent. Vous savez peu de choses, mais vous le savez très bien. Oh, je me trompe, vous savez beaucoup. Je fais des articles quelquefois. Ouais. Et dans mes articles, il y a des erreurs. Je me demande si dans un article récent, je n'ai pas fait une erreur. Je dis que le roi du Bahreïn s'appelle Abdallah. Je sais très bien qu'il s'appelle Khalifa, il ne s'appelle pas Abdallah. Oui, mais dans Tintin, c'est Abdallah, donc vous aviez raison. Vous me dites, vous qui savez tout. J'ai été directeur du Figaro. Et j'avais été voir Raymond Aron et je lui avais dit, naturellement, si vous voulez être directeur, je m'efface devant vous. Mais il n'avait pas envie d'être directeur. Il savait très bien que directeur de journal, c'est assez rude. Il voulait travailler, lui. Et il a fait ma campagne au Figaro. Il fallait être élu par le journal. Et le thème de sa campagne était... Il y avait 3 points, pardonnez-moi. Il est très intelligent. Il est d'une ignorance encyclopédique. Vous voyez, Aron trouvait que j'étais d'une ignorance encyclopédique. Et le 3e, c'était... Il a des opinions très fermes, mais assez vagues. C'est très avantageux, votez pour lui. Il faisait ma campagne comme ça, en se moquant de moi un peu. Mais vous voyez, il trouvait que je ne savais rien. Est-ce que c'est vrai que vous êtes inconstant sur vos convictions? Non, les choses changent, vous savez, les choses changent. Non, au fond, je suis très très fidèle aux convictions. Mais j'ai toujours été, par exemple, à la fois gaulliste et européen. J'ai toujours été catholique et agnostique. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, Jean, dans la vie? Presque tout. Vous connaissez le mot de Woody Allen sur la psychanalyse. Oh, lequel? Tellement. J'ai quitté mon psychanalyste quand j'ai compris qu'il était guéri. Ben oui. En juin 2014, Jean d'Ormesson nous avait invités chez lui, en Corse, à Saint-Florent, dans sa propriété qui bordait la Méditerranée. Il y passait l'été en famille. Un enchantement des sens. La mer était son royaume. L'aristocrate abandonnait toutes les conventions au bénéfice d'une décontraction élégante et brillante. Moi, j'aurais tout d'abord aimé que vous m'expliquiez pourquoi vous avez un tel attachement à cet endroit. Je vais vous dire, je n'ai aucun lien avec la Corse et aucun lien même avec la Méditerranée. Si ma famille a une origine quelconque, elle est plutôt parisienne. Et j'ai beaucoup voyagé, parce que mon père était diplomate, donc comme enfant, j'ai beaucoup voyagé. Ensuite, j'ai travaillé avec l'UNESCO, qui m'a envoyé à peu près dans le monde entier. Et j'ai développé une passion pour la Méditerranée. J'ai beaucoup aimé les villes et les pays où la culture se mêle à la nature. Et quel est votre rapport, vous, au corps, lorsque nous sommes ici en été? Vous êtes Gémeaux, c'est votre signe. Bientôt, dans 2 jours, vous célébrerez votre anniversaire. Est-ce que vous vous sentez plus libre en cette période estivale? Alors d'abord, je me sens plus libre naturellement. Je suis, vous savez, souvent il y a des questions. Quel est votre mois favori? Mon mois favori est sûrement le mois de juin. Sûrement le mois de juin. On a encore tout l'été devant soi. J'ai adoré l'été. J'ai beaucoup aimé l'automne. J'aime beaucoup moins l'hiver. Je ne suis pas chasseur. Et puis ça, c'est pour le temps. Et pour l'espace, évidemment, j'ai découvert quelque chose qu'est la Corse. Et je suis profondément reconnaissant à la Corse et aux Corses. Est-ce que vous avez toujours été bien accueilli dès le départ? Oui, écoutez, les Corses défendent leur territoire. Et vous savez, il y a eu une bande dessinée très très drôle sur la Corse, vous savez,
vous la connaissez? Pétillon. Pétillon, je cherchais le nom, Pétillon. Au début, c'est très très drôle. On voit le malheureux qui arrive dans un bistrot corse et il dit où sont les toilettes, s'il vous plaît. Et tous les visages se ferment, personne ne répond. Et puis il rentre chez lui le soir et il y a des petits cailloux sur sa fenêtre. Et il regarde et il y a un type avec une cagoule et le type lui dit au fond du couloir à droite. C'est tout à fait la Corse. L'accueil est difficile, oui. Mais une fois qu'on est reçu... on est adopté. On est adopté. On sait que vous avez connu une épreuve qui est une maladie, qui est un cancer. Ça a duré une année? 1 an de ma vie a été rayé. 1 an de ma vie a été rayé. Que mes amis ne m'en veuillent pas, je n'ai fait signe à personne. Je n'ai vu personne. Je ne voulais voir personne. J'ai passé 8 mois à l'hôpital avec des gens merveilleux. Qu'est-ce que vous avez appris de cette épreuve? J'ai d'abord appris qu'il y avait quelque chose qui était que les bouddhistes appellent la compassion, que les communistes appellent la solidarité, que les catholiques appellent la charité. C'est qu'il y a des gens plus malheureux que vous et qu'il faut s'occuper des gens qui sont malheureux. Est-ce que vous pensez qu'on est égaux devant la maladie et face à elle? Nous ne sommes pas égaux à la naissance. Nous ne sommes pas égaux devant la maladie. Je ne parle pas seulement de moyens financiers, vous savez. J'ai vu des gens qui étaient si malheureux. D'abord parce qu'ils étaient plus malades que moi. Ensuite parce qu'ils n'arrivaient pas à exprimer. La maladie, il faut aussi expliquer ce qu'on a, il faut parler aux médecins. Eh bien, ils ne savaient pas parler, ils ne savaient pas s'expliquer. J'ai vu des gens affreusement malheureux et j'ai vu un corps médical français qui est formidable, formidable. J'aime moins, peut-être, j'aime un peu moins maintenant, j'aime moins les banquiers, j'aime moins les écrivains, j'aime moins les hommes politiques. J'ai une admiration sans borne pour les médecins. La plupart de ces gens ne croient à rien, ils croient ni à Dieu ni au diable. Et c'est ça ce que j'admire chez eux. Parce que si vous êtes juif, protestant, catholique, orthodoxe, musulman, je ne dis pas que vous faites le bien parce que vous attendez une récompense. Mais enfin, vous savez quand même que vous avez une bonne chance d'aller mieux dans le... Ces gens-là qui ne croient à rien. Sont désintéressés. Sont des saints sans Dieu. J'ai souvent dit à un de ces médecins qui ne croit à rien, vous serez assis à la droite de ce Dieu auquel vous ne croyez pas. Est-ce que vous étiez convaincu de guérir? Je n'ai pensé qu'à une chose pendant une année, guérir. Et évidemment, je n'ai jamais eu le sentiment d'être en danger, jamais. Vous pensez être un survivant? Oui. Je suis un survivant, je suis en sursis, mais ma chère Catherine... Comme tout le monde. Nous sommes tous en sursis. Je crois que c'est Proust qui parle de ces personnages qui dépeint comme de morts en sursis. Le personnage médiatique que vous êtes devenu, est-ce qu'il n'a pas pris aussi le pas sur l'écrivain parfois? Vous savez, il y a eu un article, il y a déjà quelque temps. L'auteur est mort, il s'appelait Buffet, je crois. Il est mort il y a 3 ans ou 4 ans. Il avait fait un article dans l'Express, 3 pages, plutôt sympathique, qui disait que plus je vieillissais, plus mes lecteurs étaient jeunes. Ce qui est un de mes motifs de satisfaction et presque de fierté. Dans mon courrier, je reçois maintenant 50% de lettres de gens qui ont moins de 20 ans. Et il disait, ah oui, il est devenu une espèce d'icône. Est-ce que c'est encore un écrivain? Ça m'avait, vous savez, ça m'avait frappé. Même vexé? Oui, ça m'avait inquiété, vexé un peu, en tout cas inquiété. C'est vrai que je suis devenu, je crois que c'est Dancy qui avait dit, non seulement c'est un écrivain, mais c'est une marque. Est-ce que ça pousse parfois au cabotinage? Eh bien, écoutez, essayons de lutter contre. Qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre le cabotinage? On me dit quelquefois, ah, comme vous aimez la télévision. Eh bien, c'est vrai. Mais comme la télévision vous aime. C'est vrai, j'ai des liens. J'étais enchanté de parler avec vous, c'est vrai. Mais je me dis que si vous avez la gentillesse de m'accueillir, je vais pas faire la gueule. Je vais faire de mon mieux
de mon mieux. Je ne sais pas si je peux faire beaucoup. Je vais faire de mon mieux pour essayer que le téléspectateur ne décroche pas aussitôt. Est-ce que vous croyez que je m'imagine que c'est ce qui fait la valeur d'un écrivain? Non. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un écrivain? C'est les livres. Eh bien, j'essaye de faire ce que je peux et de ne pas avoir trop honte de mes derniers livres. En tout cas, sur le plateau de Thé ou Café, vous êtes plusieurs fois venu. Merci. Et alors, un petit florilège tout de même, comme ça, c'est un petit clin d'œil entre nous sur des moments particulièrement jubilatoires. Vous avez toujours été fidèle à l'émission. Vous avez connu toute petite fille. Oui, bien sûr, bien sûr. Je m'appelle Jean d'Ormesson. D'Ormesson. Il n'est pas mal pour son âge. Vous êtes très réactif. J'aurais mieux Vous fait savez, de vous devriez faire de la télé. Je vais peut-être prendre votre place. Assurément, je vous la donne. À tout à l'heure. Ça, c'est Au effrayant, revoir, ça. Jean. Au revoir, Jean d'Ormesson. Ma chère Catherine, nous sommes là pour parler de vous. Non, Le lit, pour vous, c'est une institution? J'essaierai de vous montrer ça. Vous êtes quand même très coquin. N'ayez pas peur. vous seriez comment si vous étiez une femme? Ah, ça, je ne sais pas. Oh, quelle horreur. Regardez, en silhouette, qu'est-ce que ça donne en silhouette? Amour. Pas mal. J'aime mieux celle en noir à côté. Alors, allons voir une autre. Regardez, un peu bimbo. Quelle horreur. Non, mais quelle horreur. Non, vraiment pas. Vous allez donner des Avec des formes. Vous allez donner des mauvaises idées aux adolescents. C'est une catastrophe. Regardez, c'est la dernière. Cette fois, elle est beaucoup plus conventionnelle. J'aimerais bien nous rester en reine d'Angleterre. Maman yo quiero, da sapete pro bebé non sarà. Le mot le plus érotique, mon Dieu, j'ai bien peur que ce soit aimer. Vous avez beaucoup aimé. Oui, j'ai beaucoup aimé. Je crois que j'ai compris assez vite que l'important, c'était d'aimer plus que d'être aimé. J'ai beaucoup aimé être aimé, mais j'ai encore préféré aimer. Ce que j'ai aimé chez les femmes, c'était le désir que j'avais d'elles. C'était pas qu'elles aient envie de moi, Le désir physique. notamment physique, oui, bien sûr. Je suis catholique, donc je crois à l'incarnation. Je crois que le corps est très important. Moins important, naturellement, que la passion, le sentiment ou les idées, mais très important aussi. Nager, faire du ski, baiser, c'est très important. Vous parliez de votre biographie, que vous aimeriez qu'elle disparaisse Oui. avant de mourir. Oui, je ne tiens pas aux biographies. Pourquoi? Oubliez-moi, voyager. Vous savez, je crois que c'est inutile. J'avais une formule que j'aimais bien pour des gens qui me disaient bien de mes livres. Je disais, si vous avez aimé le foie gras, inutile de connaître l'oie. Alors, si vous écrivez des biographies, c'est l'oie que vous cherchez à connaître. Proust disait que l'individu qui écrit n'a rien à voir avec l'individu social. Je crois assez à ça. Vous préférez lequel? Oh bon, comment je préfère? Je préfère l'écrivain. Si jamais, dans 20 ans, il y a encore quelques jeunes gens qui me lisent, ils ne verront que l'écrivain. S'il doit rester un livre, Un livre, c'est difficile. Je sais ceux qui sont mauvais. J'ai écrit une quarantaine de livres. Il y en a 35 qui valent pas grand-chose. Mais La gloire de l'Empire, Au plaisir de Dieu, Le Juif errant, La douane de mer, c'est une chose étrange à la fin que le monde. Et un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Et naturellement, le dernier. le petit dernier, Comme un chant d'espérance. Comme un chant d'espérance, Oui. sont des livres, j'espère, honorables. Vous êtes un homme de voyage. Vous aimez. On commençait l'émission en évoquant effectivement que votre père était diplomate. Vous avez connu énormément de pays. Et puis vous continuez d'ailleurs à voyager, à prendre parfois des voiliers ou des bateaux. Et vous partez vers la Turquie notamment ou la Grèce que vous aimez tant. Alors il y a une jeune femme qui est connue, bien sûr, notamment auprès du public et à la télévision. C'est Julie Andrieux. C'est une femme qui a le goût pour les bonnes choses et pour les bonnes personnes, notamment. C'est une épicurienne et elle vous a rencontré il y a quelque temps. Elle va poursuivre en vous posant une question, Jean. Elle est merveilleuse. C'est vrai. Pour moi, Jean d'Ormesson sera toujours associé à notre rencontre.
C'était à Venise, il y a 20 ans, on dirait le début d'une chanson. Je suivais mon fiancé à l'époque, Jean-Marie Perrier, qui devait faire un reportage photographique sur Jean. Et donc j'ai découvert Venise et Jean d'Ormesson à la même occasion. Et c'était merveilleux parce qu'on a passé une journée ensemble. Il nous a emmenés dans tous les moindres recoins de la ville qu'il connaît par cœur. Il nous a fait découvrir ses secrets avec un enthousiasme, avec une curiosité encore, malgré le fait qu'ils la connaissent par cœur. Et le mot est bien choisi parce qu'il a mis beaucoup de cœur à nous la transmettre. Alors Jean, j'ai une question. Quelle ville a remplacé Venise dans votre quotidien, à défaut de la remplacer dans votre cœur? Et quelle est cette ville que je pourrais peut-être espérer un jour découvrir grâce à vous, comme vous m'avez fait découvrir Venise? Il y a un endroit dont on dit beaucoup de mal et que je trouve très très beau. Et j'aurais beaucoup aimé m'y installer pour toujours, mais je ne peux pas. Je ne peux pas pour différentes raisons. Mais c'est un endroit épatant, un endroit où j'ai été très malheureux d'ailleurs. Très malheureux, mais aussi où j'ai été tellement heureux, où il y avait des gens tellement sympathiques, qui est tellement beau d'ailleurs, tellement beau, tellement simple, tellement compliqué aussi, tellement, vous savez déjà ce que c'est, vous avez deviné qui est cet endroit. Le monde, malheureusement, nous ne pouvons pas y rester. Et évidemment, je suis de ceux qui ont une chance unique, ce sont les espèces de profiteurs, peut-être des illusionnistes, peut-être des gens qui se mentent à eux-mêmes, c'est possible, mais qui évidemment ont une grande satisfaction. Des gens comme moi peuvent se dire qu'ils ont tellement aimé le monde et la vie et qui gardent pourtant au cœur l'espérance qu'après, il y ait quelque chose d'encore mieux. Mais la suite, comment vous l'appréhendez? Chacun d'entre nous et à tous les âges, on pense à ce grand vide, à ce néant dont vous parlez d'ailleurs dans le livre. Est-ce que ça peut être aussi jubilatoire de penser qu'on va ne plus exister, devenir poussière? Alors, écoutez, honnêtement, la mort, ça doit être délicieux. Pas d'embouteillage, plus de papier, ces horribles papiers qu'on reçoit sans cesse, plus de retard, plus de chagrin d'amour, plus de dîner emmerdant. C'est un rêve. Alors, je ne fais pas le malin. La mort, ça doit être délicieux. Mourir ne doit pas être gai, vous savez. Vous savez, on peut se dire que tout ce monde est très, très, très bien ficelé, très bien tricoté. Ça doit être tellement délicieux d'être mort qu'il a bien fallu mettre une barrière. On a mis la barrière de la mort, qui est si pénible. Sans ça, tout le monde se jetterait dans la mort avec joie. J'ai beaucoup aimé la vie, mais j'ai la chance d'attendre beaucoup de la mort.